écoutez Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École. Chers téléspectateurs, merci d'être fidèles à votre chaîne éducative. Bienvenue dans votre émission Droit et Société qui reçoit aujourd'hui Massamba Niang, étudiant en deuxième année en master de droit privé. Massamba, c'est un plaisir renouvelé de vous recevoir sur ce plateau de Télé-École. Bonjour mon frère Seydina. C'est un honneur de revenir sur ce temple, ce sanctuaire comme j'ai l'habitude de l'appeler, où le savoir est bien discuté et bien partagé. Mais c'est un retour qui était envisageable quand même, puisqu'on dit souvent qu'il n'y a pas de commencement sans fin. Nous sommes donc revenus pour terminer en beauté ce qu'on avait déjà entamé. Effectivement, nous l'avions entamé une émission sur le mariage et aujourd'hui donc nous allons échanger sur les effets du mariage et dans une seconde partie nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle la rupture sur le mariage. Vous le savez, on se marie pour le meilleur et pour le pire et des fois le pire arrive trop tôt et nous sommes obligés de faire avec. Pourquoi Massamba Niang? C'est pourquoi Massamba Niang aujourd'hui, nos chers téléspectateurs qui nous écoutent ont envie de comprendre les effets du mariage. Et justement, Massamba, quels sont les effets? Oui, mon frère Seydina, le mariage, nous avions eu à s'attarder sur les conditions de formation du mariage, comment un mariage est célébré et formé en droit sénégalais. Alors, lorsque le mariage est formé, il faut savoir que ce mariage-là va faire naître des effets. Cette corde invisible est une corde juridique qui lie les deux époux. Quelqu'un disait, on lie les bœufs par les cornes et les hommes par les conventions. Le mariage, une fois formé, va créer un certain nombre d'effets, effets sur le plan extra-patrimonial, mais aussi effets sur le plan patrimonial. Par rapport aux effets sur le plan extra-patrimonial, si vous lisez les articles 148, 149 et suivants, vous allez vous rendre compte que les époux, de par le mariage, sont tenus d'un devoir de fidélité. Les époux sont tenus d'un devoir de secours et d'assistance, en plus d'être tenus d'un devoir de cohabitation. Alors, la cohabitation est une cohabitation au sens géographique, mais aussi c'est une cohabitation au sens physique. La cohabitation au sens géographique signifie que les époux doivent partager le même toit, les époux doivent partager la même résidence. Cette résidence qui est fixée par le mari, mais à chaque fois que cette résidence présente un danger pour la femme et ses enfants, la femme peut demander la séparation de corps. Mais il faut savoir que ce devoir de cohabitation n'est pas absolu. Pourquoi? Parce que sur l'autorisation de l'un, l'autre peut voyager, l'autre peut s'absenter. On l'a vu dans la pratique, des hommes se marier avec des femmes et donc vivre à l'étranger. Si la femme n'y trouve pas d'inconvénient, il n'y a pas de souci. Mais à chaque fois que la femme en fait une obligation, donc ce devoir de cohabitation au sens géographique doit être respecté. Ce devoir de cohabitation aussi est une cohabitation au sens physique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les époux doivent entretenir des relations intimes. Les époux ont le devoir d'entretenir des relations sexuelles pour être beaucoup plus clair. Mais entretenir des relations sexuelles ne veut pas dire forcer l'autre à entretenir des relations sexuelles. Sinon, cela peut être considéré comme un viol même dans le cadre conjugal. En droit sénégalais, c'est vrai qu'on a notre code pénal, article 320 du code pénal qui définit le viol. En droit français, c'est beaucoup plus clair, puisque l'article 222-22, si je ne m'abuse pas, sanctionne le viol dans le cadre conjugal, de même que les agressions sexuelles. Il y a eu aussi la loi, depuis la jurisprudence du 5 septembre 1990, en droit français, on parlait de présomption de consentement dans le cadre du mariage. Qu'est-ce que cela veut dire? À chaque fois qu'il y a rapport sexuel, on présume que les époux sont consentants. Mais la jurisprudence française était revenue pour dire que cette présomption de consentement dans le cadre du mariage est une présomption simple. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que cette présomption peut être détruite par la preuve contraire, par opposition à la présomption irréfragable. Cette jurisprudence a été reprise par une loi du 4 avril 2006 qui a repris donc cette présomption de consentement entre époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire. Mais depuis la nouvelle loi de 2010, la loi numéro 2010-769 du 9 juillet 2010 sur les violences faites spécifiquement aux femmes, mais aussi les violences au sein des couples et les incidences de ces violences-là sur les enfants, cette loi est venue maintenant supprimer la formule présomption de consentement. En droit français, depuis cette loi, on ne parle plus de présomption de consentement dans le cadre du mariage. Cette loi se limite tout simplement à dire que ce qui est consenti par les époux est légal et légitime. Ce qui est imposé à l'autre peut être considéré comme un crime, même au sein du couple. Mais nous, en droit sénégalais, l'article 320 du code pénal définit le viol comme tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace, surprise, etc.
La personne d'autrui, c'est qui? L'article 320 ne fait pas de distinction. On dit souvent ubilex non distinguit, nec nos distinguer debemos. Il ne faut pas distinguer là où la loi ne distingue pas. Ce qui veut dire que le viol peut être constitué même dans le cadre conjugal. Maintenant, va rester la difficulté de prouver le viol, puisque les épouses étaient dans l'intimité. Voilà. Il y a aussi le devoir de fidélité. Les époux sont tenus aussi d'un devoir de fidélité. La fidélité dans ses aspects les plus simples, c'est le fait d'avoir une certaine réserve à l'égard des personnes de l'autre sexe lorsqu'on est dans le mariage. Dans ses aspects les plus denses, c'est le fait d'éviter d'entretenir des relations intimes, des relations sexuelles avec des personnes de l'autre sexe lorsqu'on est dans le mariage. Or, entre ces deux aspects, il y a tout un monde. Et le fait de vouloir savoir qu'est-ce que l'infidélité peut poser problème. Pourquoi? Parce que le législateur sénégalais se limite à nous dire que les futurs époux se doivent mutuellement fidélité. Sans nous dire c'est quoi l'infidélité. Mais ne définit pas ce qu'est la fidélité. Ne définit pas ce qu'est la fidélité. Donc, est-ce que l'infidélité, par exemple, pour ma femme, c'est lorsque, par exemple, je me mets à aller fréquenter d'autres femmes, aller à la plage, aller au resto avec elles, la main dans la main, les embrasser. Est-ce que c'est ça l'infidélité? Est-ce que l'infidélité pour moi, l'infidélité de ma femme, c'est lorsque, par exemple, à chaque fois que je reste avec ma femme dans le salon, jusqu'à 4 heures du matin, elle se met à communiquer avec d'autres hommes. Est-ce que c'est ça l'infidélité? Donc, le code de la famille n'apporte pas de luminosité sur cette question. Mais pour l'homme, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce qu'au Sénégal, on a cette particularité. Un homme peut avoir 2, 3 jusqu'à 4 femmes. Il est normal donc, à la recherche de la deuxième, de la troisième et de la quatrième femme, d'aller fréquenter d'autres, essayer de vivre, de les montrer votre amour, etc. Pour mieux les connaître. Voilà. Mais pour la femme, la polyandrie n'existe pas. La femme n'a droit qu'à un seul mari. Donc, à chaque fois que la femme fréquente de manière abusive d'autres hommes, donc, ça peut être considéré comme de l'infidélité. Mais de toute façon, l'infidélité n'est pas cause de divorce, mais l'infidélité peut être synonyme souvent d'injure grave, et l'injure grave est une cause suffisante de divorce. Il faut savoir que ces deux devoirs, le devoir de cohabitation et le devoir de fidélité, sont deux devoirs très importants. Pourquoi? Parce que c'est à travers ces deux devoirs que l'on a pu présumer la paternité. Quand on dit, par exemple, Fatou Ndiaye a le devoir de vivre avec son mari Modou Ndiaye, et qu'on dit aussi que Fatou Ndiaye a le devoir d'entretenir des relations sexuelles avec son mari Modou Ndiaye, devoir de cohabitation donc au sens physique et au sens géographique. On dit aussi que Fatou Ndiaye a le devoir de ne pas coucher avec d'autres hommes, devoir de fidélité. Donc il est normal, lorsque Fatou Ndiaye accouche, que l'on présume que cet enfant-là est de l'œuvre de Modou Ndiaye. Donc ces deux devoirs sont très importants. En plus de ces deux devoirs, les époux aussi sont tenus d'un devoir de secours et d'assistance. L'assistance est psychologique, l'assistance est morale. C'est le fait de réconforter l'autre, de lui montrer votre tendresse, votre amour. Lorsque, par exemple, l'autre est malade ou en situation de détresse. Le devoir de secours a beaucoup plus un caractère patrimonial. Pourquoi? Parce que c'est le fait de secourir l'autre, de lui montrer, de lui secourir financièrement. Lorsque, par exemple, le mari est en chômage et ne peut plus subvenir aux besoins du ménage, la femme doit secourir le mari si elle a la possibilité de le faire. Donc, c'est un devoir qui pèse sur les deux époux, le devoir de secours. Vous vous rendez compte que les effets sur le plan donc extra-patrimonial, ce sont des effets qui sont lourds de conséquences. Mais à côté des effets sur le plan extra-patrimonial, les époux aussi sont tenus d'un certain nombre de devoirs sur le plan patrimonial. Il y a d'abord cette obligation pour les époux de prendre en charge le ménage. Même si le code de la famille nous dit quelque part que les charges du ménage pèsent à titre principal sur le mari. Formule qui peut s'avérer vague et discriminatoire lorsqu'on suit la logique constitutionnelle et que la Constitution traite une parfaite égalité entre l'homme et la femme. On peut se poser des questions. Pourquoi les charges du ménage donc pèsent à titre principal sur le mari? Mais s'il faut trouver une parfaite égalité entre l'homme et la femme, il faut chercher cette parfaite égalité sur un ensemble de questions. Pourquoi on dit que l'homme est le chef de la famille? Pourquoi pas la femme? Pourquoi pas les deux? Pourquoi ailleurs on a pu dire que l'enfant qui naît prend le nom patronymique de son père? Pourquoi pas le nom patronymique de sa mère? Est-ce que vous savez que, mon frère Seydina, dans les systèmes négro-africains avant l'arrivée de l'islam, la transmission c'était une transmission matrilinéaire et non pas une transmission patrilinéaire. Le nom se transmettait du côté de la mère et non pas du côté du père. Pourquoi? Parce qu'on se disait que la filiation du côté de la mère était toujours certaine, au moment où la filiation du côté du père était toujours incertaine. On ne peut jamais avoir des doutes sur si cette femme-là est la véritable mère de son enfant, mais on peut toujours avoir des doutes sur si Massamba est le véritable père de son enfant ou pas. Donc, c'est la raison pour laquelle si une personne décédée même, ce sont ses neveux qui l'héritaient. Pourquoi? Parce que moi et mes neveux, on a le même sang. Parce que mes neveux sont les fils
de ma sœur et que moi et ma sœur, on a le même sang. Pourquoi? Parce qu'au moment où notre mère nous accouchait, tout le monde était là-bas. La lignée est certaine. Est certaine. C'est ça. Mais aujourd'hui, on parle de transmission patrilinéaire. Donc, s'il faut trouver une parfaite égalité entre l'homme et la femme, il faut trouver cette parfaite égalité sur l'ensemble de ces questions, ce qui peut heurter la moralité et l'éthique sénégalaise, puisque le code de la famille est indexé, le code de la famille est assis sur la religion. C'est parce que la religion nous dit que c'est l'homme qui est le chef de la famille, c'est l'homme qui doit nourrir sa femme, ses enfants, que le code de la famille suit la religion. Mais il faut savoir que cette formule vague et discriminatoire à l'égard des époux se limite entre eux. Mais à l'égard des tiers, les deux sont solidaires. Solidarité active ou solidarité dans l'action et solidarité passive ou solidarité dans la dette. Je m'explique. La femme, par exemple, peut aller chez le boutiquier, prendre de l'huile, prendre du riz, prendre de l'arachide sans l'autorisation de son mari. Mais ça entre dans le cadre du ménage. La femme peut aller, par exemple, dans le magasin Samsung Sénégal, faire un achat à hauteur de 600 000 et s'engage à le payer dans 6 mois. La femme va prendre un réfrigérateur, un four, une cuisinière. Ça, c'est la solidarité dans l'action. Maintenant, le magasin Samsung Sénégal qui trouve que, par exemple, la femme est inaccessible, la femme, par exemple, est en voyage, le magasin peut demander le paiement au mari. C'est ça la solidarité dans la dette, c'est-à-dire dans l'action de recouvrer la créance. Donc, les deux sont solidaires. En plus de ces charges du ménage, de cette obligation de prendre en charge du ménage, il faut savoir que le régime que les époux ont opté aussi peut faire naître des effets. Régime communautaire de participation aux meubles et acquis, régime de séparation des biens et régime total. 3 régimes qui manifestent le degré de solidarité dont les époux veulent opter. Est-ce que les époux veulent opter pour une solidarité totale et complète? Dans ce cas, les époux vont opter pour le régime communautaire de participation aux meubles et acquis. C'est le régime de droit commun en droit français. Mais en droit sénégalais, le régime de droit commun, c'est la séparation des biens. Alors, le régime de communauté des biens entraîne une pénétration réciproque des patrimoines. Pour être simple, dans le régime de communauté des biens, les biens de ma femme seront mes biens aussi seront ses biens. On parlera de pénétration réciproque des patrimoines. Mais c'est pour les biens qui sont nés durant le mariage. C'est un régime selon lequel, par exemple, en cas de divorce, chacun va partir avec la totalité de son patrimoine né avant le mariage et une partie du patrimoine né durant le mariage. C'est ça le régime de communauté des biens. Contrairement au régime de séparation des biens qui entraîne une séparation totale des patrimoines. Dans le régime de séparation des biens, les biens de ma femme seront ses biens, mes biens seront mes biens. Donc on ne parlera pas de pénétration réciproque des patrimoines. C'est la raison pour laquelle dans le régime de séparation des biens, l'un peut être multimilliardaire alors que l'autre reste pauvre. Par exemple, dans un régime de séparation des biens, ma femme est multimilliardaire, moi j'ai des centimes, je ne peux être peut-être que sentimental parce que j'ai pas beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation totale des patrimoines. En cas de divorce, chacun sait ce qui lui appartient, chacun partira avec ce qui lui appartient. Ce que je peux faire, c'est bénéficier de son rythme de vie, puisqu'on dit que le ménage est indissociable. Le ménage, c'est un appartement, c'est une villa, on mange ensemble, on couche ensemble, on dort ensemble. Si ma femme donc mange bien, je serai obligé de bien manger. Donc c'est ça, si ma femme dort dans un appartement de luxe, je serai obligé aussi de dormir dans un appartement de luxe. Mais ça ne veut pas dire que ces biens seront mes biens. Il y a aussi le régime total, qui est un régime rarissime, que l'on peut même ne pas rencontrer en droit sénégalais, qui est le régime selon lequel des biens sont donnés à la femme à l'occasion du mariage par des personnes autres que le mari, et que durant le mariage, c'est le mari qui va les administrer. Donc, de manière résumée, ce sont les effets donc sur le plan extra-patrimonial, mais aussi les effets sur le plan patrimonial. Vous vous rendez compte à travers ces effets, pourquoi le législateur nous dit dans l'article 111 du Code de la famille, seule une femme âgée de 16 ans donc peut faire face à ces effets qui sont lourds de conséquences. Pourquoi aussi le législateur nous dit que dans l'article 111 du Code de la famille, seul un homme âgé de 18 ans au minimum peut faire face à ces effets qui sont lourds de conséquences. Effectivement, Massamba Niang, merci pour la clarté. Et l'on retiendra de cet échange que les effets du mariage sont de 2 ordres. Nous avons des effets extra-patrimoniaux et des effets patrimoniaux. Vous avez aussi revenu sur le fait que c'est une précision importante que les effets patrimoniaux peuvent, dans certains cas, découler du régime elle-même que les futurs époux, que les époux ont choisi. Alors maintenant, nous allons évoluer dans cet échange et nous allons parler peut-être de la rupture ou de la divorce. Je l'ai dit à l'entame de mon propos, lorsque 2 personnes se rencontrent, lorsque 2 personnes font des fiançailles, lorsque 2 personnes s'aiment, lorsque 2 personnes font constater leur amour devant les hommes et devant Dieu,
c'est parce qu'ils s'unissent pour le meilleur et pour le pire. Mais il arrive de temps en temps que le pire arrive beaucoup trop tôt et il va falloir gérer cette situation. Heureusement que le droit est là pour réguler la situation durant toute notre vie. Alors, comment le droit sénégalais, me semble, appréhende la rupture? Merci, Monsieur Niang, pour cette question pertinente. Comme vous venez de le dire, le mariage n'est pas éternel. Si les deux se marient, un jour, ils vont vouloir divorcer. Si les deux s'aiment de telle sorte qu'ils ne veulent pas divorcer, un jour l'un des deux meurt, à moins que les deux ne meurent ensemble. Ce sont les trois portes de sortie du mariage. Le divorce, le décès de l'un des époux ou le décès des deux époux. L'accent sera mis exclusivement sur le divorce qui est la rupture du lien matrimonial, donc au vivant des époux. Le divorce est à ne pas confondre avec la séparation de corps. La séparation de corps entraîne seulement un relâchement du lien matrimonial. Cette partie, c'est ce que j'appelle la turbulence du lien matrimonial. Le lien matrimonial peut être turbulé par une rupture totale du lien matrimonial, on parlera de divorce. Ce lien matrimonial aussi peut être turbulé par un relâchement du lien matrimonial, pas rupture, mais relâchement. Là, on parlera de séparation de corps. La séparation de corps, c'est une situation selon laquelle tous les effets du mariage demeurent, sauf l'obligation de cohabitation. Je soupçonne ma femme, par exemple, d'adultère, je saisis le tribunal, je demande le divorce, en même temps, je demande la séparation de corps. Donc, le mariage existe toujours, mais seulement l'obligation de cohabitation n'existe plus. Le divorce, maintenant, c'est la rupture du lien conjugal au vivant des époux. Et le divorce, c'est soit un divorce par consentement mutuel, ou bien un divorce par contentieux. Donc, le divorce est forcément judiciaire, parce que dans le divorce par consentement mutuel, le juge constate le divorce. Dans le divorce par contentieux, le juge prononce le divorce. Mais dans les deux cas, il faut nécessairement l'intervention du juge. En droit français, on parle de divorce sans juge. Il y a ce qu'on appelle le divorce par consentement mutuel, constaté par acte sous seing privé, contresigné par avocat et déposé au rang des minutes du notaire. Le temps ne nous permettra pas de revenir sur ce type de divorce. Mais en droit sénégalais, le divorce est judiciaire. Et il y a deux types de divorce. Divorce par consentement mutuel ou divorce par contentieux du moins. Le divorce est judiciaire, cela veut dire que le divorce ne peut être prononcé ou constaté que par le juge. Que par le juge. Ce que beaucoup de personnes ignorent. Parce que la répudiation, en réalité, n'existe pas en droit sénégalais. La répudiation est supprimée et risquée aussi par ses assimilations. Lorsqu'il y a répudiation, le législateur, le droit considère toujours que le mariage existe toujours. Donc, si la femme répudiée, par exemple, se marie avec un autre homme, la femme peut être poursuivie pour bigamie. Donc, le divorce est forcément judiciaire en droit sénégalais. Divorce par consentement mutuel, c'est quoi? Le divorce par consentement mutuel, c'est lorsque il n'y a pas de différence de point de vue portant sur la question de divorcer. Donc, il n'y a pas à saisir le juge pour trancher un contentieux. Le juge est saisi juste pour constater le divorce, pas pour régler un contentieux puisqu'il n'y a pas de contentieux. J'appelle ma femme, par exemple, je lui dis, bon, nous ne nous entendons plus, je pense qu'on doit procéder au divorce. Ma femme me dit, il n'y a pas de souci, on s'embrasse. Donc, on est d'accord sur la question de divorcer. Sur les autres questions aussi, on est tombé d'accord. Sur la question des biens, par exemple, ma femme me dit, chacun sait ce qui lui appartient, que chacun part avec ce qui lui appartient. Parce qu'on avait signé la séparation des biens. Sur la question de la garde des enfants, on a 3 filles, par exemple. On a décidé que les 3 filles donc seront gardées par la femme. Il n'y a pas aussi de litige sur cette question. Sur la question de la pension alimentaire, c'est-à-dire la somme que l'un des époux va verser à l'autre pour contribuer sur la garde des enfants. On est tombé d'accord aussi sur cette question. Dans ce cas, le divorce sera un divorce par consentement mutuel. Parce qu'il n'y a pas de différence de point de vue. Et si il s'agit d'un divorce par consentement mutuel, on saisit le tribunal d'instance du lieu de résidence des époux. Donc, il y a le lieu qui abrite la vie conjugale des deux époux qui est donc fixé par le mari. Donc, c'est à travers, si la résidence, par exemple, c'est à Dakar, on saisit le tribunal d'instance de Dakar par une requête et y adjoindre forcément le certificat de mariage, puisque le juge ne peut pas prononcer un mariage alors qu'il n'a pas la certitude de l'existence de ce mariage. Et éventuellement, donc, y adjoindre aussi les certificats, les actes de naissance des enfants nés durant le mariage, et s'il y a des enfants décédés aussi, les préciser. Alors, si on saisit le tribunal, le divorce sera constaté non pas dans la salle d'audience, mais dans le bureau du juge, parce qu'il n'y a pas un contentieux. Les deux époux, le juge et le greffier seront dans le bureau du juge. Le juge va poser aux époux des questions. Est-ce que c'est vous qui avez écrit et signé ça? Donc les deux disent oui.
S'il n'y a pas un obstacle d'ordre public ou de bonne mœurs, le juge souvent prononce le divorce et demande au greffier de prendre note. Mais des fois, c'est rare de rencontrer par exemple, le juge peut se dire sur la question de la garde des enfants, je me rends compte que vous avez dit que c'est la femme qui va garder les 3 enfants, les 3 filles, mais il y a un problème puisque les 3 filles sont ici au Sénégal et que la femme, sur 12 mois, dans les 11 mois, donc est à l'étranger. Comment une femme qui est à l'étranger peut garder des enfants qui sont toujours au Sénégal? Donc, mais ce sont des hypothèses rares. Souvent, le juge donc constate le divorce et demande au greffier de noter. Par contre, dans le divorce par contentieux, c'est lorsqu'il y a une différence de point de vue portant sur une question de droit. Ça peut concerner le principe de divorcer, ça peut concerner les autres questions secondaires. Par exemple, je dis à ma femme, je veux qu'on procède au divorce. Ma femme me dit, divorcer. Nous, dans notre famille, depuis mes arrière-grand-mères, personne n'a jamais divorcé. Nous, quand on se marie, c'est pour la tombe. Il y a différence de point de vue. Dans ce cas, le divorce sera forcément un divorce par contentieux. Des fois, même les deux sont d'accord sur le principe de divorcer, mais ne sont pas d'accord sur les autres questions. Sur la question, par exemple, de la garde des enfants, on a eu un litige. Ou bien sur la question de la pension alimentaire. Dans ce cas, le divorce sera forcément un divorce par contentieux. Et si c'est un divorce par contentieux, on ne saisit pas le tribunal d'instance du lieu de résidence des époux, comme ce fut le cas dans le divorce par consentement mutuel, mais cette fois-ci, on saisit le tribunal d'instance du domicile de l'épouse. Si il s'agit d'un divorce par contentieux, on saisit le tribunal d'instance du lieu de domicile de l'épouse. Si par exemple, après une dispute, ma femme a pris ses bagages et est partie chez elle, chez ses parents par exemple à Saint-Louis, si je saisis le tribunal, je saisis le tribunal d'instance de Saint-Louis, donc du domicile de l'épouse. Même chose, y adjoindre, c'est par requête, y adjoindre le certificat de mariage, etc. Cette fois-ci, le divorce sera prononcé par le juge, non pas dans le bureau du juge, mais dans la salle d'audience. Puisqu'il s'agit d'un contentieux. Il faut régler ce contentieux dans la salle d'audience et non pas dans le bureau du juge. C'est un divorce. Le divorce par contentieux, c'est un divorce découlant d'une différence de point de vue, portant sur une question de droit, ça peut concerner le divorce ou les autres questions, et que le juge est saisi pour que le juge puisse trancher ce litige. On parlera de contentieux. C'est ça le divorce par contentieux. Alors, dans le divorce par contentieux, on nous dit aussi il faut forcément un motif. Si c'est le divorce par consentement mutuel, les deux n'ont pas à donner un motif. Le juge n'a pas à demander un motif. Si les deux ont un motif, les deux n'ont qu'à garder le motif. Mais si c'est un divorce par contentieux, il faut forcément un motif. Et l'article 166 du Code de la famille nous cite les motifs du divorce par contentieux. Le Code de la famille, article 166, nous cite d'abord l'absence déclaré de l'un des conjoints. C'est une cause de divorce. Article 16 et suivant du Code de la famille qui réglemente la procédure d'absence. L'absent est la personne dont le manque de nouvelles rend l'existence incertaine au bout de 4 ans. Si la personne qui a saisi le tribunal n'a pas perdu de temps, le juge pourra rendre le jugement déclaratif d'absence. Si le juge rend le jugement déclaratif d'absence, donc l'autre peut aller demander le divorce pour cause d'absence. Le Code de la famille nous cite également la condamnation à une peine infamante, puisque les peines infamantes, ce sont des peines qui font honte. Donc si par exemple le mari est condamné à une peine infamante, la femme se dit qu'est-ce que j'ai à faire avec cet homme? Mais il y a eu donc une loi pénale donc de 2020, la loi numéro 2020-05 du 10 janvier 2020 qui est venue supprimer les peines infamantes. Donc ça n'existe plus. Avant cela, précisez, qu'est-ce qu'une peine infamante? Une peine infamante, c'est une peine, par exemple, on sanctionne la personne par dégradation civique, par exemple. On sanctionne la personne, on lui retire donc tous ses droits civiques, par exemple. Ça n'existe plus. Mais les peines afflictives et infamantes existent toujours. Par exemple, on peut condamner la personne à travaux forcés à temps, travaux forcés à perpétuité, détention criminelle, etc. Mais la peine infamante n'existe plus en droit sénégalais. C'est l'exemple de la dégradation civique. Donc, toujours il y a cette formule dans l'article 166 du Code de la famille, mais retenez que cette formule est abrogée par la loi donc pénale. Donc ça n'a plus de sens puisque la loi pénale numéro 2020, donc 05 du 10 janvier 2020 a supprimé, est venu supprimer donc les peines infamantes. Alors, le Code de la famille nous cite également l'adultère de l'un des conjoints est une cause de divorce. C'est un motif de divorce. Mais il faut savoir que l'adultère, c'est pas trouver votre mari, par exemple, en train de flirter avec une autre femme. L'adultère, c'est pas trouver votre femme toute nue, s'enfermer dans une chambre avec un autre homme. L'adultère, c'est le sexe masculin dans le sexe féminin. C'est ça l'adultère. Et l'adultère est un peu difficile à prouver puisque les gens qui le font sont souvent dans des endroits cachés pour le faire.
Mais c'est beaucoup plus difficile dans le cadre de la religion, puisque le Coran nous dit pour l'adultère, il faut 4 témoins. Et que ces 4 témoins viennent d'endroits différents, et que ces 4 témoins aient été là-bas au moment où l'acte sexuel se réalisait, ce qui est quasiment impossible à prouver. Mais le code de la famille donc ne suit pas la religion sur ce niveau. Celui qui invoque l'adultère dans le contentieux du divorce n'a qu'à apporter la preuve, se débrouiller pour apporter la preuve, détective privé, image, etc. Le code de la famille nous cite également le refus par l'un des époux d'exécuter les obligations en vue de l'exécution de la conclusion du mariage, les excès, les sévices, les mauvais traitements, les injures graves. Les injures graves, ce sont les mots que vous vous balancez lorsque, par exemple, vous êtes en colère. Vous dites à votre femme, par exemple, espèce de conne salope. C'est de l'injure grave. Vous et votre femme, vous et votre famille, vous n'avalez rien. Espèce de pauvre type, etc. C'est de l'injure grave. Le code de la famille nous cite également l'abandon de domicile conjugal et l'abandon de famille. L'abandon de domicile conjugal, c'est ce que les femmes ont l'habitude de faire souvent. Lorsque, par exemple, elles ont une petite dispute avec leur mari, elles prennent leur bagage et vont partir et s'en vont. Donc, le mari intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel à l'huissier de justice qui va venir constater un abandon de domicile conjugal. Monsieur l'huissier, venez voir, je n'ai jamais insulté ma femme. Vous pouvez demander à mes enfants. C'est juste une femme qui n'accepte pas les conseils. J'étais en train juste de lui donner des conseils. Elle s'est fâchée et elle a pris ses bagages. Vous pouvez regarder, l'huissier regarde que la femme a pris ses effets personnels, ses bagages, et va me rédiger un acte authentique, l'acte d'huissier, qui est un officier public. Beaucoup de femmes perdent leur procès. Pourquoi? Parce qu'au moment où elles avaient quitté le domicile conjugal, le mari intelligent, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait appel à l'huissier de justice qui va constater l'abandon de domicile conjugal. Donc, l'abandon de famille aussi, c'est un abandon physique, est un abandon financier. Je ne partage pas le même toit avec ma femme, devoir de cohabitation donc n'existe pas, mais aussi je ne donne pas de nouvelles. Donc je ne m'occupe pas de ma femme, de mes enfants, dépenses quotidiennes, etc. Donc c'est un abandon physique et un abandon financier. Et il y a une troisième condition pour l'abandon de famille, il faut une intention. Parce que l'abandon de famille est un délit et nécessite une intention. Donc l'élément intentionnel de l'infraction. Le code de la famille nous cite également la maladie grave et incurable survenue durant le mariage. Parce que la maladie grave et incurable survenue avant le mariage est une cause de nullité et non pas une cause de divorce. La maladie grave et incurable survenue durant le mariage, c'est cette maladie grave et incurable qui est cause de divorce. Le code de la famille nous cite également la stérilité définitive médicalement établie. Pourquoi? Parce que le législateur, même s'il ne le dit pas expressément, le législateur a compris que l'une des finalités du mariage, c'est la procréation, c'est d'avoir des enfants. C'est la raison pour laquelle lorsque l'un, par exemple, ne peut plus avoir d'enfants, donc le législateur donne la possibilité à l'autre de demander le divorce. Le code de la famille nous cite également l'incompatibilité d'humeur, rendant intolérable le maintien du lien conjugal. L'incompatibilité d'humeur, ce sont des disputes matin, midi, soir. Les deux humeurs ne s'entendent plus. Il y a une incompatibilité des humeurs des deux époux. C'est ça. Donc, lorsque, par exemple, on saisit le juge pour incompatibilité d'humeur, lorsque la déchirure est énorme, le juge doit prononcer le divorce. Il faut savoir que aussi, il y a des effets. Avant peut-être de revenir aux effets du divorce, bien entendu, aux chers téléspectateurs de la chaîne éducative, la première chaîne éducative au Sénégal et en Afrique, qui nous regardent, à qui nous remercions déjà, faire peut-être un petit résumé que nous avions déjà dans une première partie parler en tout cas de ce qu'on appelle aujourd'hui les effets du mariage et que ces effets étaient de deux ordres, des effets sur le plan extra-patrimonial et des effets sur le plan patrimonial. Nous sommes revenus sur le divorce, la rupture, les causes du divorce et il y a, me semble, vous l'avez bien expliqué, il y a ce qu'on appelle le divorce par consentement mutuel, il y a aussi le divorce par contentieux. Le divorce par consentement mutuel, c'est quand il n'y a pas de problème. Les deux époux s'entendent sur, en tout cas, ce divorce-là. Donc, le divorce par contentieux, si les deux époux ne s'entendent pas sur certaines questions, sur certains sujets. Donc, à présent, nous allons parler des types, pas des types, mais parler brièvement des effets du divorce. Donc, Massamba, allez-y. Il faut savoir que lorsque le divorce est prononcé, le divorce peut donner droit à des dommages et intérêts. Vous vous rendez compte que parmi ces motifs, parmi ces causes de divorce citées dans l'article 166 du Code de la famille, il y a certains
motifs qui sont fondés sur une faute, mais il y en a d'autres qui ne sont pas fondés sur une faute. Par exemple, l'absence déclarée de l'un des conjoints. Si vous demandez le divorce pour absence déclarée de l'un des conjoints, c'est pas une faute. Si vous demandez le divorce pour maladie grave et incurable, c'est pas une faute. Si vous demandez le divorce pour, par exemple, stérilité définitive médicalement établie, c'est pas une faute. Mais si le motif est fondé sur une faute, ça peut donner droit à des dommages et intérêts. Par exemple, je saisis le juge pour demander le divorce parce que ma femme a commis ce qu'on appelle un abandon de domicile conjugal. C'est une faute parce qu'on ne quitte pas le domicile conjugal comme bon nous semble. Il faut un motif valable pour quitter le domicile conjugal. Le motif valable, c'est quoi? La femme quitte le domicile conjugal parce qu'il y a un serpent dangereux dans la maison. C'est ça un motif valable. Mais si la femme n'a pas un motif valable, la femme ne doit pas quitter le domicile conjugal. Si je saisis le juge donc, et j'apporte la preuve que la femme a commis un abandon de domicile conjugal, le juge peut condamner à la femme à me payer des dommages et intérêts. Mais il faut que les torts soient exclusifs de l'un des époux. Si les torts, la faute est partagée, dans ce cas, ça ne donne pas droit aux dommages et intérêts. Je donne un exemple. Je saisis le tribunal pour demander le divorce pour abandon de domicile conjugal. Au même moment, ma femme apporte la preuve de l'injure grave que je l'ai insultée. Dans ce cas, les torts sont partagés. Ça ne donne pas droit aux dommages et intérêts. Il faut savoir que aussi, des fois, si l'homme demande le divorce pour certains motifs, le juge peut condamner le mari à payer une indemnité compensatoire à la femme. Lorsque, par exemple, le mari demande le divorce pour incompatibilité d'humeur, le juge va se dire oui, je vais prononcer le divorce parce que le motif est valable. L'incompatibilité d'humeur est énumérée dans l'article 166 du Code de la famille, mais je vais te condamner à payer à la femme une indemnité compensatoire pouvant aller jusqu'à une année, jusqu'à 12 mois. Pourquoi? Le juge va se dire tu as utilisé ta femme, tu en as marre d'elle physiquement et tu crées juste une sorte d'incompatibilité d'humeur pour se débarrasser d'elle. Donc, en plus de prononcer le divorce, je vais te condamner à payer à la femme une indemnité compensatoire pouvant aller jusqu'à 12 mois. Si le mari demande le divorce pour maladie grave et incurable ou bien pour stérilité définitive, cette indemnité compensatoire dans le contentieux du divorce peut aller jusqu'à 3 ans. Ça peut aller jusqu'à 3 ans. Si la femme demande le divorce pour ces mêmes motifs que le mari, si la femme demande le divorce par exemple pour incompatibilité d'humeur, ou bien la femme demande le divorce pour maladie grave et incurable, ou bien pour stérilité définitive, le juge ne condamne pas à la femme à payer une indemnité compensatoire, ce qui peut s'avérer discriminatoire à l'égard des hommes, puisque aujourd'hui ce sont les femmes qui, après avoir utilisé leur mari, ont profité de la richesse de leur mari, vont aller saisir le tribunal pour créer une sorte d'incompatibilité d'humeur pour se débarrasser de leur mari. Et pourtant, on ne condamne pas à la femme à payer une indemnité compensatoire. Donc, de manière très très ramassée, tout ce qu'on pouvait dire sur le thème qui nous réunissait aujourd'hui. Et c'est un plaisir de vous recevoir toujours sur ce plateau, Massamba. Et je dois dois dire qu'à chaque fois que vous venez ici, vous nous apportez des éclaircissements sur des sujets, sur des thématiques, sur le droit, et notamment sur le droit de la famille sénégalaise. Je crois que tous les Sénégalais devraient en savoir un peu plus sur le droit de la famille, parce que c'est important. Et ce sont des sujets que nous vivons au quotidien et qui, malheureusement, nous n'avons pas bien connaissance de ces sujets-là. Alors, Massamba, vous remercier déjà pour d'avoir passé ici à Télécole, d'avoir partagé avec nous ce plateau, et vous dire aussi ô combien nous sommes redevables envers votre personne, et aussi ô combien nous vous estimons pour l'amour que vous avez pour le droit et pour l'amour que vous avez pour le partage. Surtout, et cela, c'est important. Et donc, Massamba, je vous laisse la parole pour votre dernier mot. Bon, permettez-moi d'abord de vous remercier pour cette confiance que vous accordez à ma modeste personne, mais aussi rappeler cette philosophie qui a animé mon intervention durant tout au long de cette émission. C'est important. Rappeler, comme le disait le doyen Carbonnier, que le droit est trop humain pour prétendre à l'absolu de la ligne droite. Il faut, pour bien l'aimer, commencer par le mettre à nu. Le code de la famille fait partie de nos meilleures législations, si ce n'est même la meilleure législation, qui repose sur un idéalisme juridique pur et dur. C'est la raison pour laquelle depuis 1973, ça n'a pas évolué, ça n'a pas bougé. Mais quand même, comme ce fut le cas dans tous les autres meilleurs textes, il y a des imperfections. C'est à travers cette appréhension, cette conception qu'on peut cerner, qu'on peut mesurer l'importance, l'essence de toute notre discussion, qui peut s'avérer des fois se rapprocher un tout petit peu de la discutaillerie, c'est-à-dire discuter dans les détails, ergoter, parlementer, mais qui était quand même importante, cette discutaillerie.
Je vous remercie, M. Niang, tout en espérant que le temps nous permettra de se retrouver à nouveau pour discuter d'autres thèmes qui seront toujours en contact, bien évidemment, avec le droit, pour éviter ce que j'appelle souvent le délit d'ultra-crépidarianisme. Au plaisir, en tout cas, et nous espérons aussi que le temps nous le permettra, parce que c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. À vous, chers auditeurs et chers téléspectateurs de la 106.1 et de la chaîne éducative, la première au Sénégal et en Afrique. Merci de toujours rester fidèle à votre chaîne éducative. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de droit et société. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur toutes nos plateformes de la télévision éducative. À bientôt. Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École.